Mesdames, Messieurs, soyez comme toujours les bienvenus. Pignus est un terme latin du droit qui signifie le gage donné par le débiteur ou par un tiers au créancier pour garantir l'exécution de la dette. Dans la langue commune, le mot pignus a pris le sens général de preuve, d'assurance. Les poètes n'ont pas laissé échapper l'occasion de faire du pignus une métaphore des épreuves de l'amour. Écoutons Ovide qui raconte dans sa technique de l'amour, parce que la traduction précise du titre Ars Amandi, c'est la technique de l'amour, il nous raconte jusqu'à quel point faire la cour est un défi. Parenthèse, faire la cour, c'est aussi une métaphore qui signifie s'accorder les faveurs de quelqu'un en référence aux personnes qui entourent le roi. Mais Ovide parle d'une autre métaphore conceptuelle, celle du défi, du duel amoureux, qui en engendre beaucoup d'autres, telles conquérir un cœur, baisser la garde, porter une armure, les flèches de l'amour, ainsi de suite. Écoutons Ovide. L'amour est une image de la guerre. Loin de lui, homme pusillanime, les lâches sont incapables de défendre ses étendards. La nuit, l'hiver, les longues marches, les douleurs cruelles, les travaux les plus pénibles, il faut tout endurer dans ce camp où semble régner la mollesse. Depuis tout orgueil, si tu aspires à un amour durable, si tu ne peux arriver à ta maîtresse par une route sûre et facile, si sa porte bien fermée te fait obstacle, monte sur le toit et descends chez elle par cette route périlleuse, ou bien glisse-toi furtivement par une fenêtre élevée. Elle sera charmée de se savoir la cause du danger que tu as couru. Ce sera pour elle un gage assuré de ton amour. Alors, dans ces vers se croisent deux images. D'un côté, la séduction comparée à une campagne militaire. Le ton est presque celui d'un vaudeville. Plus les exploits sont excessifs et grotesques, plus il devrait rassurer la destinataire sur la sincérité de l'élan. C'est là qu'apparaît la métaphore du gage, à la fin, le geste démesuré comme preuve d'amour, ou du moins comme preuve du désir. Voici au contraire quelle profondeur prend la même métaphore du gage sous la plume de Jean Racine dans les ultimes mots qu'Hector, blessé à mort par Achille pendant la guerre de Troie, adresse à son épouse Andromaque en parlant de leur fils Astyanax. Je te laisse, mon fils, pour gage de ma foi. S'il me perd, je prétends qu'elle me retrouve en toi. Si d'un heureux mariage, si d'un heureux hymen la mémoire t'est chère, montre au fils à quel point tu chérissais le père. Alors ici, le mot hymen tient la place de mariage, et c'est ici également une sorte de métaphore ou de synecdoque. Alors, dans ces touchants mots d'adieu, le gage laissé par Hector, mourant, est son fils même, qui incarne la preuve vivante de son amour éternel pour Andromaque. Mais cet enfant doit aussi être réciproquement le gage de l'amour d'Andromaque pour Hector, dont l'enfant devient ainsi en quelque sorte le substitut. Une telle construction de Racine, complexe en apparence, n'a rien de surprenant, car c'est le gage lui-même qui oriente vers ce réemploi figural. Le gage consiste toujours en une présence offerte
en lieu et place de ce qui est promis sans être encore advenu, le gage institue et habite l'attente. Si pour mieux explorer le pignus et son pouvoir figural, l'on sort du champ poétique pour entrer dans celui de la linguistique proprement dite, on se trouve quelque peu dans l'incertitude, car l'étymologie des pignus demeure discutée. Alors, l'hypothèse la plus récente consiste à rattacher le mot pignus au verbe latin pango, vous voyez, qui signifie fixer, établir. On le rattache à ce verbe par l'intermédiaire d'une racine proto-indo-européenne commune, que vous voyez ici, pegno. S'il existe un lien avec pango, le substantif pignus pourrait alors être compris à l'origine comme la formalisation, la fixation d'un accord, c'est-à-dire l'acte par lequel un engagement se trouve concrètement garanti. Alors, si vous lisez cette explication, ce n'est pas très éclairant par rapport à ce que nous savons déjà du mot pignus. Et je pense que ça vous arrive, ça m'arrive souvent d'avoir l'impression que l'étymologie ne sert à autre chose qu'à confirmer ce que nous savons déjà. Mais contentons-nous de ce résultat. Alors, jusqu'ici, pour suivre les errements du terme pignus, nous avons d'abord prêté l'oreille au poète, puis à un linguiste. Tournons-nous à présent vers les juristes, car les juristes, eux aussi, proposent des étymologies des mots qu'ils emploient. Mais il s'agit presque toujours d'étymologies d'un type singulier, des parétymologies. Nous en avons déjà parlé lors des séances précédentes et nous le ferons encore plus largement mercredi prochain. Pour comprendre d'abord ce dont il s'agit, partons de l'étymologie du mot parétymologie. Le verbe combine bien évidemment étymologie, qui vient du grec étymon, vrai, logos, recherche, étude, discours, avec le préfixe para, qui indique la position de quelque chose ou d'une personne à côté de quelque chose d'autre. Ceux qui s'en approchent sans s'identifier. Alors, vous trouvez par exemple dans le mot parallèle. La parétymologie désigne donc une étymologie approximative comme placée à côté de l'étymologie véritable, sans se confondre avec elle. Donc, étymologie, c'est l'étude du vrai. C'est l'étude du vrai. Et para, c'est une étude parallèle au vrai. Prenons un exemple avec un mot du français moderne. Péage. Alors, si vous pensez à péage, normalement, un locuteur français fait un rapprochement avec le verbe payer. Donc, le péage serait un paiement. En réalité, le mot vient du latin pedaticum, c'est le droit de passage. Parce que pedaticum, ça implique le mot pied. Donc le péage, ce sont les frais qu'il faut verser pour pouvoir profiter du droit de passage. Péage payé, donc c'est faux, c'est quand même parlant. En linguistique, on utilise aujourd'hui le terme étymologie populaire pour décrire ce genre d'opération. C'est un mot que j'aime pas trop parce que en latin, du moins, mais aujourd'hui encore, ce sont des opérations qui sont tout sauf que, disons,
populaire, vulgaire ou sans raffinement intellectuel. Et par ailleurs, à Rome, c'était un peu le domaine des grammariens, des érudits. Concrètement, comment est-ce qu'on procède à une parétymologie? Elle peut s'effectuer de différentes manières. La plus fréquente, celle que je vous ai déjà présentée avec l'exemple de péage payé, la plus fréquente est celle de rapprocher deux mots par rassemblance phonique, comme dans le cas de payer, péage. Il s'agit là de la paronomase, une figure de style qui rapproche des mots de sonorités semblables. Ce n'est pas seulement le rapprochement. Le fait est que le sens du mot associé éclaire celui qu'on cherche à expliquer. Il s'agit au fond, par ce lien, disons, de paronomase, de son, il s'agit au fond d'une interprétation fondée sur une association d'idées. Souvent, ce rapprochement fait l'effet d'un jeu de mots, d'un calembour. La tour Eiffel doit son nom à ceux qu'elle est effilée. Une parétymologie peut aussi se faire en ouvrant le mot comme une valise. Donc, c'est une deuxième possibilité. On ouvre un mot comme une valise qui contient plusieurs mots. Parlement, parce qu'on y parle et qu'on y ment. Dans ce sens, dans ce cas, il s'agit d'un moyen de gloser un mot et de l'expliquer en atteignant les parties composantes de l'idée qu'il signifie. On peut dès lors comprendre pourquoi la parétymologie intéresse un cours sur la métaphore. Le geste, si je ne me trompe pas, est fondamentalement analogue, mais je parle sous le contrôle de mes collègues, notamment de Michaela Rossi, qui va tenir sa conférence à 16 heures. Alors, expliquer un mot de cette manière consiste à le mettre en relation avec un ou plusieurs autres porteurs d'un sens différent qui en révèlent ou en accentuent certaines potentialités. On établit donc de ces faits une tension conceptuelle, un conflit. Ce même conflit, d'où naît la métaphore. La parétymologie se distingue néanmoins de la métaphore en ce qu'elle fait comme si les deux mots rapprochés n'en faisaient qu'un. Tandis que dans la métaphore, on comprend très bien qu'il y a deux mots différents, pas toujours deux mots, mais disons. L'idée, c'est que dans la métaphore, le mot qui exprime la métaphore n'est pas le même qu'on substitue. Je sais très bien, ce n'est pas une substitution, mais pour rendre l'idée. Dans ce cas, on sait très bien qu'il s'agit de deux mots différents, mais l'un qui est rapproché éclaire l'autre. Donc, c'est le même conflit conceptuel qui est à la base de la métaphore. Je tiens aussi à souligner que chez les juristes, dont je vais m'occuper, la parétymologie avait presque toujours une finalité pratique. Elle fournit un point d'appui à leur travail technique, même lorsque cela frôlait le calembour à la limite du bizarre. Voilà donc la parétymologie que les juristes donnaient du mot pignus, gage. Il s'agit de Gaius, mais d'abord nous lisons le texte. Pignus est ainsi appelé de pugnus, le point, parce que les choses données en gage sont remises de la main à la main. D'où également il peut apparaître vrai ce que certains juristes soutiennent, que le pignus se constitue proprement sur une chose mobilière. Alors, Gaius, vous le connaissez, c'est un juriste clair, perspicace, qui écrit au IIe siècle après Jésus-Christ. En rapprochant
Pignus de Pugnus, donc vous voyez, il n'emprunte pas la voie de l'étymologie, disons, au sens pur du mot. Il ne cherche pas à faire un rapprochement avec le verbe pango que nous venons de voir. Donc, en faisant ce rapprochement entre Pignus et Pugnus, entre gage et point, Gaius projette sur Pignus l'image de la main pour rendre intelligible un trait juridique précis, c'est-à-dire que le gage suppose la remise matérielle de la chose. La métaphore du point n'est donc pas purement ornementale, elle sert avant tout à transmettre au lecteur de manière accessible un aspect fondamental du fonctionnement du Pignus. La seconde phrase est introduite par l'adverbe unde, d'où. Elle est donc présentée comme une conséquence de la première, mais une conséquence qui s'exprime aussi par le verbe videre. Vous voyez ce verbe que j'ai essayé vainement de rendre en français. Videre, c'est un verbe courant qui signifie sembler, paraître, mais son sens premier est voir. En ce sens, on pourrait dire que la métaphore met sous les yeux la nature du gage. Sous les yeux, on le voit. Puisqu'il tient dans le poing, nous dit Gaius, et ce qu'il se transmet de main en main, on voit que le gage doit nécessairement porter sur une chose mobilière, susceptible d'être remise. Mais en quel sens la façon d'argumenter de Gaius s'apparenterait-elle à un processus similaire à la métaphore? Je l'ai déjà expliqué, mais j'essaie de le faire un peu mieux. Prenons le mot latin manus. Nous savons tous que manus est utilisé métaphoriquement pour désigner le pouvoir de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Par exemple, la manus maritalis, la main du mari, signifie la puissance maritale, le pouvoir que le mari a sur sa femme, sur son épouse en droit romain. Manumissio, laisser partir de la main, signifie l'affranchissement d'un esclave qui devient un homme libre. Or, dans le mot pignus, en revanche, la main n'est pas du tout présente. Il n'y a pas la main dans le mot pignus. On voit très bien, manus maritalis, bon, c'est le mot manus, main lui-même. Mais dans pignus, il n'y a pas ce mot, ni même cette racine. Ce sont les juristes, Gaius notamment, qui, par une parétymologie, y ont introduit l'idée du poing et par conséquent celle de la main. Et dans ce cas, dans un sens très concret, moi je dirais même anatomique. Donc, cette idée de la main qui livre le gage. C'est en ce sens que le processus me semble proche de la métaphore. On pourrait dire, j'ose dire, que c'est une métaphore à l'envers, un procédé qui introduit métaphore dans un mot là où il n'y en avait pas. Avant de quitter le texte de Gaius, je tiens à vous dire que le Code civil de 1804 a précisément adopté la solution inspirée de ce pastiche métaphorique. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle anticrèse. Cet article est resté en vigueur pendant presque exactement 2 siècles, puisqu'il a été abrogé en 2006. Donc vous voyez, c'est exactement l'idée que Gaius nous a présentée de cette façon vivante et visible. Et si la curiosité vous prend maintenant de savoir d'où vient le mot gage,
C'est un terme emprunté à l'ancien francique vadi, issu du proto-germanique occidental, que l'on retrouve aujourd'hui encore dans l'allemand Wette, au sens de pari, gageur. Mais, pour tout vous dire, il est probable que le terme germanique vadi ait lui-même été influencé par un terme juridique latin, vas, vades, qui signifie garant. On ne s'affranchit jamais des Romains, ça c'est évident. Revenons-nous à Pignus et je vous présente le texte qui va nous accompagner pendant cette séance. Alors, jusqu'ici, nous avons considéré le verbe pignus en tant que verbe isolé. Examinons à présent comment ce mot opère en contexte, c'est-à-dire dans un passage où un juriste est aux prises avec un problème juridique qui naît d'un pignus et quelle association il fait naître. En matière d'accession, de jonction, des possessions, nous ne pouvons rien définir ni de façon permanente ni de manière générale. L'accession repose en effet uniquement sur l'équité. Donc on ne peut rien définir une fois pour toutes. Si tu m'as donné une chose, un gage, et qu'il a été convenu que si tu ne payais pas la somme, il serait permis en vertu du pacte de vendre les gages, et que je l'ai vendu, on devra accorder à l'acheteur l'accession de ton temps, la jonction de ton temps, même si les gages ont été distraits contre ta volonté. Car déjà à ce moment-là où tu contractais, tu dois être vu comme consentant à la vente si tu n'apportais pas la somme. Alors commençons par un bref portrait de l'auteur qui s'appelle Scaevola, et il ne faut pas le confondre avec les célèbres juristes du même nom qui vivaient sous la République, dont l'un fut le maître de Cicéron, Quintus Mucius Scaevola l'Augure. Celui qui nous intéresse ici est Quintus Servidius Scaevola, donc Servidius, pas Mucius, et il vit à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc les plus fameux Scaevola vivaient à l'époque de la République. Notre Scaevola vit à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Il fut actif sous le règne de Marc Aurèle, ne se contenta pas seulement de vivre à l'époque de Marc Aurèle, il fut aussi l'un de ses conseillers juridiques les plus écoutés. Et l'empereur le nomma aussi en 175 après Jésus-Christ chef du corps des vigiles, responsable de la protection de Rome contre les incendies. Une tâche difficile et de grande responsabilité. Alors, j'insiste, les juristes sont souvent impliqués dans des carrières de fonctionnaires ou politiques en sens large, mais en tant que juriste, ils n'étaient que des particuliers. Donc, ce n'est pas une fonction publique. C'était leur expertise, leur autorité épistémique qui faisait qu'ils étaient écoutés. Scaevola est, j'ose dire, un juriste très moderne. En quel sens? Alors, ses œuvres, en particulier les Réponses et les questions, donc deux ouvrages qui s'appellent l'une Réponse, l'autre Question, peut-être dans l'ordre inverse, sont en grande partie constitués de réponses qu'il adressait à des habitants de toutes les provinces de l'Empire. Comment procédait-il? Très probablement par lettres. On lui a envoyé des questions et il y répondait de la même manière. Autrement dit, même sans disposer des technologies actuelles de la communication à distance, Scaevola avait tissé autour de lui un véritable réseau et il ne s'est pas limité à cette correspondance capillaire. Ces lettres ont été rassemblées
par lui-même ou par un continuateur dans un ouvrage qui s'appelle Les Digestes, un recueil destiné à la publication. Donc, il y a cette correspondance, mais il y a aussi la publication après coup. Alors, c'est à la fois le signe d'un grand talent de communication et l'emblème d'un phénomène plus large. Le droit romain s'est déployé comme une toile reliant les habitants de l'Empire de Rome jusqu'aux provinces les plus éloignées. Donc il faut comprendre aussi que les juristes étaient un peu le point de départ d'une toile, et cette toile, comme elle était faite de droit, de certaine façon, tenait ensemble la société. Au fond, cet ouvrage lui-même, dont est extrait le passage que nous allons examiner, témoigne de sa modernité, ou du moins de sa singularité. Alors, cet ouvrage s'intitule, comme vous voyez, « Questions discutées en public ». De quoi s'agissait-il? De débats que Scaevola menait devant des auditeurs. Les juristes y donnaient presque un spectacle. On lui soumettait des cas et il les résolvait. Il y avait des spectateurs qui venaient apprendre, sans doute aussi se divertir, un peu comme cela se passe ici pour vous, du moins je l'espère. Dans la version écrite, le débat est certes moins vif, donc ici nous avons la version écrite, mais au fond, pas tant que cela, si l'on plonge sous la surface et que l'on regarde mot à mot, et si l'on met au jour le réseau métaphorique qui l'anime. Alors, relisons le début. En matière d'accession, de jonction, de possession, nous ne pouvons rien définir ni de façon permanente ni de manière générale. Elle repose en effet uniquement sur l'équité. Alors, entrée en jeu remarquable, d'abord, Scaevola précise l'objet de la discussion. En latin, accessio possessionum. En français technique, c'est la jonction des possessions. Il s'agit de la faculté pour une personne d'ajouter à sa propre durée de possession celle déjà accomplie par un autre. Ce mécanisme intervient notamment en matière d'usucapion, c'est-à-dire dans l'acquisition de la propriété par l'écoulement du temps joint à la possession. Alors, imaginons qu'il s'agisse d'un cheval qui a été vendu. Les vendeurs en avaient la possession, en a eu la possession de ce cheval pendant 8 mois au moment de la vente. Il n'était pas propriétaire de ce cheval, il en était le possesseur pendant 8 mois. L'acheteur pourra joindre sa propre possession, après l'achat, à celle déjà exercée par le vendeur, de sorte qu'après seulement 4 mois, il deviendra propriétaire. Vous voyez, tout repose sur une harmonie de volontés qui se rencontrent et qui vont dans la même direction. Il y a vraiment une direction, à la fois des volontés qui s'orientent vers le même but. L'un souhaite que l'autre ait le cheval, et donc c'est normal qu'il puisse rajouter la possession déjà exercée, acquise par le vendeur, à la sienne. Donc vous voyez, il y a cette dynamique qui pousse vers une même et converge vers une même direction, un même but. Par ce mot introductif, Scaevola fait également monter l'attente. Il n'a pas seulement décrit quel était l'enjeu, mais il met aussi en évidence les difficultés des décisions qui concernent la jonction des possessions. Vous allez voir, c'est un texte qui n'est pas facile, donc assez rocailleux. Il affirme qu'il ne s'agit pas
d'un sujet que l'on peut définir une fois pour toutes. Et il exprime ça de façon très appropriée. Il dit les jonctions de possession reposent en effet uniquement sur l'équité. Alors, le verbe consisto, le verbe latin consisto, qui est un composé cum avec le verbe sisto, qui est à son tour un coatif de sto, signifie s'arrêter, se fixer, puis consister en se composer de. Si l'on conserve ici la valeur première, celle de s'arrêter, on en saisit l'usage métaphorique. La jonction de possession repose, se tient, s'appuie uniquement sur l'équité. Alors, un verbe suffit à faire une métaphore. S'il y a quelque chose qui repose, s'appuie sur une autre chose, il devrait s'agir de deux corps. Mais ce n'est qu'une image. Ici, en réalité, il s'agit de deux notions, deux concepts, dont totalement incorporels. Et pourtant, Scevola les traite comme des objets. Seule l'équité, dit-il, offre un fondement sur lequel appuyer les décisions relatives à l'accessio, à la jonction. Mais qu'est-ce que l'équité? C'est l'équilibre des intérêts qui doit être trouvé au cas par cas selon les circonstances. Du reste, disons-le, le mot equitas, équité, est elle-même une métaphore, car ce mot dérive de l'adjectif equum, qui signifie plat, horizontal, sans irrégularité. Lorsqu'on parle surtout d'un lieu, d'une surface lisse. Donc, le terme en vient ensuite à exprimer l'idée de symétrie, d'équilibre et de juste mesure de la justice. Alors, au moment où Scevola affirme que le régime de la jonction de possession repose uniquement sur l'équité, il opère à travers le verbe consister une transformation de l'équité de concept incorporel en objet corporel. Mais dans le même geste, il ramène presque insensiblement l'équité à son domaine propre d'origine, celui d'une surface lisse d'un lieu plan sans différence. Comment dirais-je, c'est un aller-retour des chemins tortueux des métaphores. Si donc l'équité est l'équilibre des intérêts qui doit être trouvé au cas par cas, selon les circonstances, c'est pourquoi, pour revenir à cette première phrase et achever son commentaire, on ne peut pas en donner une définition valable une fois pour toutes, de manière générale et perpétuelle, parce que ça dépend toujours de l'équilibre qu'on trouve au cas par cas. Donc, par ces premiers mots, Scevola annonce qu'il va examiner dans la foulée des cas différents qu'on va lui proposer et que ce sera à lui de trouver les points d'équilibre, de se faire l'interprète, presque l'acrobate de l'équité. Alors, le texte, vous voyez, il y avait une autre partie de ce passage que je ne vais pas commenter, c'est-à-dire il y avait d'autres cas que Scevola était en train d'aborder, de résoudre, tous concernant la jonction de possession. Je les laisse de côté et je me concentre sur ce cas particulier. Alors, Scevola traite ici d'un montage typique de gage assorti d'un pacte de vente, un cas d'inexécution de l'obligation principale. Gage assorti d'un pacte de vente.
un cas d'inexécution de l'obligation principale. Alors, quel était le problème à l'arrière-plan? La chose que toi, débiteur, m'as donné un gage ne t'appartenait pas en réalité. Toi n'étais seulement le possesseur. Et par la possession prolongée de l'écoulement du temps, tu étais en train d'en devenir propriétaire par usucapion. Je le dis entre parenthèses, il pourrait y avoir une autre explication de l'arrière-plan qui n'est pas en lien avec l'usucapion, mais avec la possession, avec l'interdictum utrobi. Je le dis pour les spécialistes d'histoire du droit qui ne me reprochent pas de vous avoir proposé une explication trop simple. Donc, c'est de leur faute. Supposons que l'objet du gage soit un cheval que tu possédais déjà depuis 8 mois. Il te manquait encore 4 mois pour en devenir propriétaire. Le fait est que tu m'as donné ce cheval en gage et comme tu n'as pas payé, je l'ai vendu. Alors, donc, tu m'as donné ce cheval en gage, c'est un cheval dont j'étais pas... Donc, tu n'étais pas propriétaire. L'idée, le pacte était que si tu ne payais pas, donc j'allais vendre ce cheval, pas payé, et j'ai vendu le cheval. Alors, cela étant, l'acheteur, le tiers auquel moi, créancier, j'ai vendu le cheval, doit-il, pour devenir propriétaire, recommencer à zéro, c'est-à-dire posséder le cheval pendant 1 an pour en devenir propriétaire par le biais de l'usucapion, ou bien peut-il reprendre à son compte les 8 mois déjà écoulés en ta possession et devenir ainsi propriétaire du cheval par usucapion après seulement 4 mois. Ça, c'est la question qu'on a posée à Scaevola. Alors, normalement, on l'a déjà vu dans le schéma précédent, dans un contrat de vente ordinaire, l'acheteur peut bénéficier du temps de possession déjà écoulé chez le vendeur. Vous vous souvenez, il y avait toute cette harmonie, cette dynamique qui allait vers le même but. Et donc, il y avait cette jonction qui venait très naturelle du temps de la possession auprès du vendeur et après de l'acheteur. Donc, si c'était un cas normal de vente, il n'y aurait pas de question. Et donc, il n'y aurait rien à discuter pour Scaevola. La réponse aurait été évidente. Mais la complication dans notre cas réside, vous l'avez bien vu, dans le fait qu'il s'agit d'un rapport juridique triangulaire. Le créancier vend, mais les possesseurs, les créanciers vendent, mais les débiteurs, qui était celui qui avait possédé le bien, n'est pas le vendeur. Au contraire, il subit la vente. Le gage est vendu malgré lui. Voilà tout le problème. Il n'y a pas l'harmonie qu'on voyait dans le cas de la vente ordinaire. La jonction des possessions, la cessio possessionum, se produit comme une sorte d'effet naturel de la vente. Elle est implicite dans la volonté du vendeur, mais ici, la vente n'a pas été effectuée par le débiteur, mais en quelque sorte contre sa volonté. La question est donc de savoir si l'acheteur peut ou pas profiter du temps d'usucapion du débiteur récalcitrant. Je le dis tout de suite, solution de Scaevola. Pas tout de suite, parce qu'il faut que vous y pensiez un moment, parce qu'après vous dites, mais c'est évident, c'était... Non. Ah non, je vous laisse... Parce que je vois que vous n'êtes pas totalement sûr, vous êtes en train de réfléchir de façon très, vraiment appuyée, je vois. Oui, la réponse est oui. Oui.
Malgré le fait que le possesseur-débiteur subisse la vente plutôt qu'il ne la veuille, le temps de sa possession, selon Scevola, profite au tiers acquéreur. Alors, bien évidemment, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Donc, nous voulons comprendre pourquoi Scevola est parvenu à cette solution. Imaginons-le en train de discuter devant son auditoire. Beaucoup sont bienveillants, certains attendant de voir en difficulté, tous, presque, sont attentifs. Suivons bien ces paroles, puisqu'il mobilise un ensemble non seulement de substantifs, mais également, surtout de verbes à forte valeur métaphorique, caractéristiques du latin juridique classique, où des actions physiques sont transposées dans le domaine abstrait du droit. Nous procéderons en deux étapes. D'abord, l'analyse des termes pris isolement, puis leur mise en relation, en insistant sur les mots les plus difficiles, dont plusieurs, mais pas tous, ont une portée métaphorique. Alors, commençons par l'expression « si pignori dederis », premier mot du texte. Alors, cette expression dépasse le simple geste matériel de la remise d'un objet, pourtant implicite dans le verbe dare, donner. Le terme pignus, gage, n'est pas à l'accusatif, mais au datif. Il faut donc comprendre « j'étais donné à titre de gage », un gage. Donc, donner un gage ne signifie pas simplement transférer une chose, mais instituer un rapport juridique, à savoir affecter un bien à la garantie d'une dette. Le verbe convenire, littéralement venir ensemble, évoque l'idée de convergence vers un même lieu. Dans le texte, il désigne par métaphore l'accord de volonté par lequel les parties déterminent la possibilité de vendre le gage. Les volontés sont ainsi figurées comme des entités qui se déplacent, vous voyez, cum venio, convenire, convention, c'est le mot que nous utilisons aujourd'hui encore, mais le verbe exprime l'idée des volontés qui sont figurées comme des entités qui se déplacent, se rencontrent à un point commun. Et c'est en ce lien commun que naît l'accord, le consentement, la convention. Quant au verbe solvere, son sens premier est délier, desserrer. Lorsqu'il est utilisé pour désigner le paiement d'une somme d'argent, ce verbe délier suggère aussi que l'obligation est conçue comme un lien qui unit les débiteurs aux créanciers, qui les tient un peu prisonniers, et donc par le paiement, il se délie de ces liens, solvere. Pactum est le neutre du participe passé du verbe paciscor. Un coatif de paco, qui signifie conclure un accord entre deux parties et qui dérive probablement du mot pax, paix. Ainsi, le pactum est l'accord de deux personnes qui font la paix. Le verbe vendere provient de venum dare, livrer contre un prix, d'où vendre. Son corrélatif emere signifie acheter, prendre contre de l'argent, tout en conservant fortement son sens originaire de prendre, saisir, enlever. La vente et l'achat restent donc marqués par une représentation très concrète, forte, celle de quelqu'un qui donne, de quelqu'un qui prend. Cependant, lorsque Scevola évoque la vente du gage, il ne se limite pas au verbe vendere, il recourt également au verbe distraere.
dont le sens originel est tirer violemment à part, déchirer. Le verbe qui en dérive en français est distraire, qui a toutefois pris un autre sens. On pourrait peut-être dire soustraire. Quoi qu'il en soit, vous avez compris, séparer, arracher. Appliqué à la vente d'un gage, ce terme confère à l'acte juridique une forte intensité. Le bien apparaît comme arraché au débiteur. Cette métaphore de la contrainte souligne le caractère conflictuel de cette vente subie plutôt que voulue, ce que suggère également l'expression invito te. L'adjectif invitus, formé du préfixe négatif in, c'est comme dire non, et de la même racine que vis, tu veux, vouloir, signifie précisément celui qui ne veut pas, malgré soi, à contre-cœur. Alors, je vous l'ai dit, distraire vient de traere, tirer, étirer, mais traere est un verbe qui a produit beaucoup de composés. Notamment, il a produit dans le domaine juridique contraere, tirer ensemble, qui signifie d'abord contracter au sens de contracter le front, par exemple, ou resserrer. Par extension, signifie rapprocher, former un lien. Et la relation juridique est conçue donc comme un rapprochement, une mise en tension entre deux polarités. La relation juridique conçue, c'est le verbe dont dérivera l'un des termes les plus importants de l'histoire du droit, notamment le mot contractus en latin, contrat en français. Il faut toutefois bien comprendre qu'Aaron, dans le langage des juristes et longuement, pendant longtemps, ce terme, contrat, n'a pas été employé, on utilisait plutôt le verbe contraere et dans un sens beaucoup plus général pour désigner toutes sortes de rapprochements, de liens, de relations entre des parties qui entraient en rapport entre elles. Dernière notation à propos, disons, de ces verbes qui sont liés au verbe portant traere. C'est évident qu'il y a une relation entre contraere et distraere, parce qu'ils sont à l'opposé. Et donc, distraere désigne l'acte contraire en relation à contraere, non pas créer le lien, mais le rompre ou le dissoudre. Donc c'est le moment où un contrat peut être dissous. Viennent ensuite dans le texte de Scevola deux mots qui ont la même racine, c'est-à-dire le verbe cedere, donc la même racine du verbe cedere, qui signifie se mouvoir. Cedere signifie se mouvoir, souvent avec l'idée de se retirer, donc aller en arrière. Le premier mot, qui vient de cette même racine, est accessio, vous vous souvenez, accessio possessioni, accessio, vous diriez, accessio possessionum, qui vient du préfixe ad, allever, donc c'est un ajout, une jonction. En revanche, concedere, avec le préfixe cum, signifie plutôt se retirer, concéder, permettre. Enfin, inferre pecuniam, si pecuniam non intulisses, dit le Scevola, le verbe fero, porter, mettre, associé au préfixe in, dans, suggère l'idée d'un geste physique concret avec une destination précise de l'argent. On pourrait traduire, donc il faut s'imaginer un lieu
où cet argent est déposé. Où est-ce qu'on le met? Parce qu'il y a cette idée qu'on met quelque chose dans un endroit. Et c'est lequel, cet endroit? On pourrait dire, pour faire court, introduire dans la caisse du créancier. Alors, c'est la même action, on pourrait dire, c'est le même verbe, c'est la même expression du point de vue de la signification que l'expression solvere pecuniam. Donc, entre solvere pecuniam et inferre pecuniam, pas de différence du point de vue, disons, du sens, sauf que dans solvere, il y a, comme je vous l'avais dit, aussi l'idée de délier, c'est-à-dire la dissolution de l'obligation. Si je paye, donc l'obligation est non plus existante, mais dans le cas de inferre, il n'y a pas cette deuxième, disons, champ sémantique qui entoure le verbe. Donc c'est seulement l'action physique de verser, on pourrait dire, l'argent quelque part. Alors, donc, notre passage est tissé de mots à valeur métaphorique, même si dans bien de cas, il s'agit de verbes devenus techniques, dont on ne perçoit plus la portée figurée. C'est le phénomène, disons, de la lexicalisation dont notre invité, Michaela Rossi, développera les aspects les plus importants dans quelques minutes. Alors, nous avons examiné ces mots un à un. Regardons la liste encore une fois. Convenire, solvere, distraire, contraire, concedere. Ce sont des mots qui ont une forte portée métaphorique. Il y a aussi des substantifs, pas toujours métaphoriques, ou de verbes, pactum, vendere, emere, invitus. Alors, faisons maintenant un exercice. Voyons comme ces mots entrent en relation. Je vous le dis tout de suite, c'est une tentative, c'est ma façon de percevoir ce texte. J'imagine que certains d'entre vous pourront proposer d'autres rapprochements différents, peu importe, et c'est justement la force des métaphores. On ne peut pas les figer. Il s'agit bien de métaphores souvent presque éteintes, mais qui conservent une capacité de réactivation, surtout lorsqu'elles sont mises en réseau avec une telle densité. C'est comme allumer un feu, une braise isolée suffit rarement, mais plusieurs braises rapprochées finissent par prendre. Ainsi, convenire, venir au même point, dont le tone général et constitue le point de départ d'une première chaîne, d'une première ligne de force métaphorique, j'ose dire, à laquelle se rattache pactum, puis contraire et concedere. L'autre ligne de force commence avec si non solvices, c'est-à-dire le dénouement manqué de l'obligation, se poursuit avec invitus, distraere, et se clôt avec si pecuniam non intulisses. Alors, nous ne sommes pas en présence de métaphores filées, mais plutôt de ce que j'ai déjà qualifié, je le répète, de ligne de force, c'est-à-dire d'attraction plus ou moins intense entre différentes métaphores qui dessinent deux trajectoires presque opposées, celle du consentement et celle du dissensus. Alors, vous vous souvenez que tout le problème était là. Scaevola disait que la question de la jonction de possession
repose sur le fragile équilibre toujours à retrouver de l'équité. Une chose était claire, on ne peut admettre la jonction des possessions que si la vente a eu lieu conformément à la volonté du possesseur, du premier possesseur. Autrement dit, le principe fondamental, je répète, nous l'avons déjà vu, réside dans l'exigence qu'il y ait la volonté du possesseur, celle qui assure la cohérence de la transmission, qui permet de rattacher sans rupture la possession de l'acquéreur à celle du vendeur. À son absence, la continuité se trouve brisée. Ici, nous voyons deux forces à l'œuvre. L'une pousse dans la direction de la volonté, l'autre vers la résistance. Alors, comment Scaevola décide alors que la ligne de la volonté l'emporte sur celle de la résistance? La manœuvre décisive de Scaevola consiste à distinguer les deux séries sur les plans temporels. Les consentements ne doivent pas être appréciés au moment de la vente du gage par les créanciers impayés. Le moment déterminant est celui de la constitution du gage et de la fixation de ses conditions. Certes, au moment de la vente du gage, de la part du créancier insatisfait, il n'y a pas de consentement véritable de la part du débiteur qui a donné la chose en gage. La chose est alors distraite, arrachée, invito le débiteur contre sa volonté à contre-cœur. Mais il faut remonter en amont, nous dit Scaevola, noter les marqueurs temporels, ici, la temporalité, ici, car déjà à ce moment-là, où tout contracté, dès l'instant où tu as concédé que la chose pouvait être vendue, tu as déjà donné ton consentement. Et ce consentement suffit à orienter les rapports entre les parties dans tout ce qui suit. Alors, le juriste résout le problème en dissociant les temporalités. La prévalence, qu'il soit bien compris, donc, c'est pas toujours que le consentement donné une fois, donc ça perdure. Donc, dans le cas du gage, c'est évident. Il y a des cas bien différents où le consentement peut être retiré à tout moment. Mais dans ce cas, d'un accord au fond patrimonial, c'est le moment du début de l'accord qui règle, qui oriente toute la suite. La prévalence, je ne me trompe pas, de la séquence du consentement est également visible dans la construction. Les verbes du consentement ouvrent et ferment les raisonnements, tandis que le dissensus est comme enfermé, pris en étau, affaibli. Il faut aussi souligner les deux verbes qui expriment le paiement, si pecuniam solvices, si pecuniam intulisses, qui se répond dans les deux séries en indiquant que la condition prévue ne s'est pas réalisée. Les débiteurs auraient pu s'opposer à la vente, mais seulement s'il avait payé la dette. Ne l'ayant pas fait, il doit accepter la vente du gage. Alors, imaginons maintenant Scaevola dans un débat public. Par cette série de verbes, il met sous les yeux des auditeurs les problèmes, les forces opposées, et les résout presque comme une évidence. Pourquoi je dis les forces opposées? Bien évidemment parce que j'ai utilisé cette idée de la ligne de force métaphorique, mais ce sont aussi les intérêts des parties qui entrent en conflit. C'est toujours le cas
nous l'avons appris lorsqu'il y a un problème juridique, il y a des intérêts divergents qui entrent en conflit. Et donc, on voit très bien que les deux lignes de force métaphorique ne font que reproduire, sur un plan linguistique, ce conflit sous-jacent. C'est un conflit patrimonial. Et j'ai parlé de mettre sous les yeux. Et, oui, parce que c'est un peu toujours l'effet de la métaphore, mais c'est aussi le verbe qui est employé par Scevola, encore une fois, qui signifie, oui, ça semble, tu peux être considéré comme, mais ça vient du verbe voir quand même. Et donc, c'est cette idée qu'on peut très bien voir que tu, en tant que débiteur, tu as donné ton accord dès le départ. Tu ne peux pas le retirer. Alors, nous aussi, nous allons essayer de voir ce que les mots de Scevola ont essayé de représenter. C'est le même schéma que je vous ai présenté auparavant, mais avec la réponse. Donc, vous voyez, le problème, c'est le problème de la vente effectuée non pas par les possesseurs, mais par une autre personne, c'est les créanciers. Donc il faut que le consentement du débiteur, d'une certaine façon, arrive jusqu'au tiers qui achète le bien. Et effectivement, cette ligne ne s'interrompt pas parce qu'il y a eu un consentement au départ, un consentement qui se poursuit pendant toute cette relation juridique. Alors, ce texte de Scevola nous a montré que l'ossature métaphorique du droit ne se situe pas seulement dans les notions les plus évidentes comme obligation ou contrat, mais aussi à un niveau plus discret, souvent porté par les verbes. Alors, là, c'est un point sur lequel j'insiste et qui me semble être un des points forts de notre recherche, c'est-à-dire de ne pas seulement s'appuyer et insister sur les mots qui sont les plus évidents en tant que mots métaphoriques, mais de chercher les métaphores au niveau des verbes. Alors, nous sommes partis par ailleurs d'un substantif, pyknous, gage, sa capacité à susciter résonance métaphorique jusqu'à chez les poètes. Nous avons vu ensuite comment Gaius transforme pyknous en pugnus, en point, par une parétymologie qui constitue au fond une sorte de métaphore inversée. Et nous avons également vu que le discours d'un grand juriste comme Scevola utilise des termes véritablement métaphoriques qui sont presque omniprésents. Ces termes ne se contentent pas d'enrichir le lexique, ils orientent aussi le raisonnement en s'agglomérant selon des lignes de force qui parcourent le texte. Des métaphores presque éteintes qui, mises en réseau, redonnent au problème juridique et à sa solution toute sa flamme. Merci beaucoup.